En Afrique, hein, vous savez, les gens n'ont pas de sous, hein, les gens gagnent mal leur vie. Et nos États sont riches. C'est vrai, hein, en Afrique, il n'y a que des pauvres, mais il n'y a que des États riches. Quand on vous dit que l'Afrique est pauvre, mais c'est de la pagaille, l'Afrique n'est pas pauvre. Il y a le pétrole au Tchad, non? Alors, et pourtant, il n'y a pas d'électricité. Le Tchad est un pays riche, il ne faut pas croire. Non, l'Afrique n'est que politique. Il n'y a que la politique en Afrique, il n'y a rien d'autre. Même au marché, c'est la politique. La bonne femme qui vend le fangazo au marché, là. Vous croyez qu'elle est bête? Elle sait tout. Elle sait tout, elle sait tout. Toute l'Afrique n'est que politique. C'est pour ça que c'est un mensonge quand vous faites semblant d'être choqué par les propos politiques ou que vos parents vous disent « Ah, toi, tais-toi, ne dis pas ça. » Pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Parlez, on ne vous fera rien. Il faut qu'on vous dise certaines choses. Il faut que vous sachiez que vous vivez sur un continent très difficile, très dur. Il y en a partout des voyous en Afrique. Au lieu de construire ce continent, on produit des voyous. La Côte d'Ivoire, la Somalie, les deux Congos là. Congo, Brazza et Congo, Kinshasa. Les cobras et les ninjas. Hein? Ça, c'est encore des voyous, ça. Ils s'appellent même entre les seigneurs de la guerre. Comme si la guerre peut produire des seigneurs. Non, vous vivez sur un continent très difficile. Il faudrait que nos dirigeants soient un peu plus responsables d'abord. Un peu plus responsables, parce que parfois, ils exagèrent, quoi. On a l'impression qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont à la tête de nos États. Moi, j'écris des livres parce que si je n'écrivais pas des livres, je crois que ça fait longtemps que je serais mort, quoi. Sincèrement. Et je rigole pas avec ça. J'écris parce que j'ai trop de choses dans ma tête qui m'énervent. Et puis j'ai envie de les dire. Et puisque je n'ai pas accès à la télévision et à la radio, j'écris. Moi, j'étais comme vous au collège, au lycée. Je regardais des choses autour de moi, je ne comprenais pas. Je voyais mes parents qui ne pouvaient pas dire certaines choses. Et je ne comprenais pas pourquoi ils ne parlaient pas. On vivait dans un pays où une seule personne pouvait parler. D'abord, il pouvait parler à la télévision, lui tout seul, pendant des heures. J'ai dit, attends, la télévision ne lui appartient pas quand même. Déjà, nous aussi, on paie l'électricité pour le regarder. Donc, on a droit aussi à la parole. Et puis après, tu étais à la télévision, il est encore à la radio. Je dis, attends, c'est pas possible. Pourquoi il prend aussi la radio? Tu éteins la radio, tu sors dans la rue, il y a des banderoles, son nom est écrit dessus. Ah. Et si j'effaçais son nom, je mettais le mien. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant de remplacer Déby par je ne sais pas qui, par exemple. Et c'est ça, le problème. Tout à coup, un jeune homme dans un pays où il ne peut pas parler se dit « je trouve le moyen maintenant de parler ». Et tout à l'heure, dans la présentation, il disait que je suis originaire du Togo. Bon, c'est vrai, je suis originaire du Togo. Même si les Togolais disent que je suis ghanéen. Bon, ça c'est une autre histoire encore. Au Togo, quand on critique la dictature des Yadema, on vous trouve une autre nationalité tout de suite. Ça c'est exactement comme en Côte d'Ivoire. L'opposant est burkinabé ou bien il est français, journaliste à RFI. Comme ça, on peut l'abattre facilement. C'est ça la réalité de nos pays. La parole, quand on commence à les contester, on se dit, non, vous n'êtes pas vraiment un citoyen modèle. Vous devez avoir été conçu ailleurs par des parents bizarres, c'est pourquoi vous seul, vous ne voulez pas vous taire. Il faut avoir une tête bien remplie pour pouvoir affronter la réalité dure de l'Afrique. C'est ça. Nous privilégions la plupart du temps en Afrique le paraître, le beau, la sape. Ouais, c'est ça, les gens préfèrent, comme mes amis, la porter de beaux baskets, trucs comme ça, à la construction de l'esprit. La construction de l'esprit, ça se fait par aussi l'appropriation de tout ce que nos écrivains, nos penseurs ont écrit.
Si vous ne pouvez pas les acheter, les bouquins, parce que ça coûte effectivement cher, il y a quand même une bibliothèque à N'Djamena. Il y a des livres dedans ou c'est juste un mur? Il n'y a pas grand-chose, il faut laisser tomber. Et comme disait Sonny Laboutansi, en Afrique, les choses sont faites pour ne pas fonctionner. On investit de l'argent dans des choses qui ne fonctionnent jamais. On construit une bibliothèque, il n'y a pas de livres dedans. Par contre, au Centre culturel français, eux, ils ont compris quand même que la littérature peut servir également à la formation des jeunes d'une nation. Et je travaille actuellement à une pièce de théâtre qui est écrite par un écrivain tchadien qui est aussi le directeur et l'organisateur de Fest Africa, qui s'appelle Noki Djedano. Et la pièce s'appelle, c'est un mot difficile à prononcer, mais j'aime bien ce mot, le sextirpateur. Il paraît qu'il y a un an ou deux, il y a eu une rumeur à N'Djamena comme quoi il y avait des gens qui volaient les sexes des autres. Et que les gens se promenaient avec des charbons dans la poche. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe sur ce continent bizarre? D'abord, techniquement, comment peut-on voler le sexe de quelqu'un? Et pourtant, toute une ville, tout un pays va se mettre à croire à cette histoire. La misère en Afrique parfois crée de ces situations bizarres où il n'y a plus de logique, il n'y a plus de raison. Et puisque c'est un continent où on croit beaucoup à la mystique, aux sorciers, on confond tout. On confond ce qui est de l'ordre du possible et de l'impossible. C'est vrai qu'il y a des réalités mystiques. Ça, en bon africain, on y croit tous. On croit tous aux fantômes. On croit tous qu'on peut rencontrer notre oncle mort au coin de la rue. D'accord. Mais de là à aller croire qu'on peut aussi voler le sexe de quelqu'un, c'est ce que j'appelle le mélange des genres. Tout ça, on l'invente aussi pour se cacher certaines réalités. Vous avez entendu parler du sida? Ah ah. Vous savez ce que c'est le sida? Vous avez intérêt à savoir ce que c'est le sida. Je vous exhorte à savoir ce que c'est le sida. Parce que le sida, ce n'est pas le palu. Hein. On est là, en face d'un mal, ce qu'on appelle une épidémie, qui ravage tout un continent. Et moi, je vais vous dire la vérité. Le vrai voleur de sexe aujourd'hui, c'est le sida. Ce n'est pas les petits sorciers de N'Djamena ou de Amtoukwi, là. Là, eux, c'est des rigolos. Le vrai voleur de sexe, c'est le sida. Qu'est-ce qui fait que vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui en train de nous parler? C'est parce que nous sommes nés de l'union d'un homme et d'une femme. La vie humaine, la reproduction humaine, elle vient de là. Mais si tout à coup, nous sommes dans une situation où l'acte qui fait que la vie existe sur Terre, cet acte-là, maintenant nous tue. Ce travail, il est vraiment formidable parce que le nombre de personnes qui s'intéressent à ça, qui s'arrêtent, qui voient... Et ça frappe directement l'esprit. Tout comme les lettrés, les illettrés. Oui, voilà. Mais ceux qui ne savent pas lire, en partant de... Oui, ils comprennent quoi. Ils comprennent automatiquement le message. Ben voilà, quand tu vois ça, tu sais que... Le message est compris automatiquement. Voilà. Comment vous trouvez les dessins? Oui. Non, nous, on voit comme ça, là, on est tellement contents et on voit comme ça, ceux qui ont fait le dessin. Le dessin? Oui. Et c'est quoi? Pourquoi il m'a collé un zéro? Et un zéro. Et il sort déjà le... Ça se passe comme ça? Hein? Il faut tout faire pour que ça ne se passe pas comme ça. On est là
pour apprendre, de dire que ça existe. Et puis les gens qui sortent aussi les armes, ils voient, ils pensent qu'on peut parler. C'est ça qui est important. Il faut que vous parlez entre vous. Dire que ça, à l'école, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la violence. Quand c'est le sida, d'accord, vous êtes encore très jeune, mais dans 2, 3 ans, 4 ans, vous allez commencer à avoir des petites copines. Toi, tu as peut-être déjà un petit copain? Ah, c'est ça. Hein? C'est ça? Toi-même, tu as déjà ton petit copain? Non. Pas encore, non? Oui, pas encore. Tu auras plus tard. Moi, je veux être un infirmier pour guérir toutes les maladies. Pour toutes les maladies comme VIH, SIDA et choléra. Moi, je vais être un pilote d'avion. Je vais amener mes enfants en pays étranger. Moi, je vais devenir un président de la République. Ouais. Parce que ce que je vois tout de suite là, ce n'est pas quand même... c'est tellement mal. Et je veux parler à le président que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Il faut continuer à rêver, c'est bien. Ça c'est beau. Ça c'est beau quoi. D'avoir écrit comme ça en gros caractère quand même, Afro-optimisme. C'est-à-dire qu'il faut toujours croire et continuer de croire à l'Afrique. Et l'Afrique est trop dure avec ses enfants. Trop dur. Ça fait 50 ans, Césaire, Senghor, ils parlaient déjà de l'afro-optimisme et tout ça. Et aujourd'hui, on continue à espérer. Bon, il faut espérer, hein. Il faut espérer. Moi, en fait, j'étais en classe de seconde. C'était en 1979. Et le 12 février 1979, la guerre éclate. C'est-à-dire que cette ville-là, elle est bloquée carrément à partir de 79. Et nous portons encore les stigmates de la guerre, quoi. La violence, elle est partout. Mais c'est quand même 30 ans de guerre. 30 ans de guerre, et c'est pas rien 30 ans de guerre. C'est un pays comme l'Angola, comme le Liban, en fait, et le Tchad a été complètement coupé en morceaux avec une quinzaine de groupes armés. Une quinzaine de groupes armés qui se sont partagés le pays. Alors, voyez ce que ça donne. Un jeune qui a aujourd'hui 24 ans, mais il a grandi avec l'esprit de la guerre. Et c'est ça le problème. Donc, quand je vois vraiment comment les peintres peuvent écrire paix et unité avec autant de couleurs, eh bien, je ne peux qu'être sensible, quoi. Je trouve ça vraiment très beau, quoi. Tchad, mon amour. Voilà. Il faut de l'amour pour ce pays, quoi. Tchad, mon amour. Et c'est formidable. Mais c'est ici le cœur du festival. Ici, pendant 7 à 8 jours, tous les jours, ce sera ouvert de 9h à minuit, 1h du matin, quoi. Donc il y a une scène pour des concerts tous les soirs de 21h à l'aube ou à 1h, je ne sais pas, en fonction de la sécurité, etc. Il y a plusieurs stands d'organismes, des associations, des entreprises, etc. Il y a un espace littérature. Évidemment, il y a un bar. Il y a un bar là-bas. Il y a les peintres. Là-bas, c'est un grand espace d'exposition de tous les peintres tchadiens, peintres et illustrateurs de bandes dessinées. Espace livre. Et puis il y a un petit jardin. Donc mon rêve, mais mon vrai rêve, c'est que cet espace puisse rester définitivement aux artistes. Là, il y a des fleurs. Toi, tu donneras à monsieur le ministre en djalabi là. Et puis lui, il donnera à monsieur le maire. J'ai amené tes bouquins, hein, tu sais. Ah, c'est toi qui les as amenés? Ah oui, je ne comprends plus Il y rien. a un militaire là, terrible, je ne savais pas que tu étais belliqueux. Très, très. Et nous mangeons prisonniers. Et nous avalâmes des gars. On demande à tout le monde de venir pour faire le tour. Vous êtes invités à venir visiter l'instant. On fait là. Ernest. J'arrive. Mettons-nous dans le rang, le Fest Africa comme un seul homme debout. Tendez vos mains, œuvrons à l'unisson, donnez vos cœurs pour notre devenir.
Pour nous, le Fest Africa au Tchad, c'est un peu la rencontre de l'humanité. C'est l'arrivée vers nous de tous les grands artistes, de tous les grands hommes de culture et de communication. C'est vraiment toutes les nationalités qui viennent pour la première fois dans notre pays, le Tchad, un pays au cœur de l'Afrique, mais un pays désespérément sec, un pays qu'on a cité toujours par rapport au malheur, par rapport aux guerres, par rapport à l'insoutenable. Aujourd'hui que l'on en parle, tous ces hommes et femmes qui sont venus nous rencontrer, nous écoutent ce matin. On était plusieurs écrivains tchadiens parlant de notre culture, parce que la littérature, c'est l'expression de l'âme de notre peuple, de notre façon de vivre, d'exister au quotidien, etc., etc. Cela dénote du fait que nous sommes reconnus comme tout le monde et que notre pays commence à prendre un autre virage beaucoup plus positif. J'ai envie de lui dire, nous sommes encore à l'avenue Mobutu et le Tchad est l'un des rares pays à conserver, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les Tchadiens ne prêtent pas trop attention à certaines choses. On est tellement préoccupé par le primaire, par l'élémentaire, par l'essentiel qu'on ne prête pas attention à certaines choses. Mais vous avez là une avenue Mobutu qui prend sa source à l'avenue Bokassa. Voilà des gens qui ont été déboulonnés chez eux et qui tiennent encore, qui ont pignon sur rue, qui sont respectés, etc., etc. Il n'y a que par rapport à la culture qu'on parle au peuple de lui-même, parce qu'on lui parle de son âme, de sa valeur, de ce qui fait de lui ce qu'il est, de comment il vit tous les jours au quotidien, comment il enterre ses morts, comment il achète son petit pain. C'est ça la vraie culture. Quelle est son habitude, comment il se respecte et respecte l'autre. C'est ça la culture. Et un bon politique, c'est celui qui fait vivre cela, qui fait vivre son peuple. La plupart des Africains sont conscients que nous avons un destin commun, quand même, malgré la disparité. Mais ce que je déteste, c'est qu'on ne voyage pas et on ne se rencontre pas. Il m'est arrivé de me rendre compte que pour rencontrer un Camerounais, il faut que je prenne Air France pour aller à Paris. Et ça, c'est une chose, honnêtement, qui doit être tout simplement dépassée. Pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse aller vers les uns et vers les autres, même dans un conflit. Il suffisait de faire un pas vers l'autre et lui, un pas vers vous pour aller en terrain neutre, pour régler ses problèmes. Et l'Afrique a besoin, pas pour s'effacer du monde, parce qu'il faut être dans les grands ensembles, aujourd'hui pour exister et parer aux défis de demain. Mais pour que cela se fasse, il faut que ça soit d'abord dans un creuset africain. Il faut qu'on aille vers les autres. Et moi, je soif d'aller vers les autres Africains pour qu'ils viennent chez moi. Je connais beaucoup plus l'Europe que l'Afrique. Il faut qu'on revienne pour coller les morceaux du puzzle qui sont en train d'être arrachés par des gens que cette perturbation arrange. Et plus nous sommes divisés, mieux ça vaut pour ceux qui font commerce de notre division. Fest Africa fait peur à ceux qui veulent garder les schémas classiques d'un pays compliqué où les gens ne s'entendent pas, où les gens ne peuvent pas s'entendre pour faire quelque chose. On dit par exemple que les gens du Nord veulent uniquement que tout le monde s'exprime en arabe. On dit que les gens du Sud veulent que tout le monde s'exprime en français. Et hier, voilà un spectacle où on parle arabe, français, sara, haoussa. Le haoussa, c'est une langue très minoritaire. Mais je suis très content que le haoussa ait figuré sur ce tableau-là. Parce qu'il n'y a pas de respect de la démocratie là où la minorité n'est pas respectée. Aujourd'hui, le tribalisme, le régionalisme est devenu se calquer sur les valeurs de la démocratie en termes de partis d'opposition, mais à coloration ethnique et régionale. C'est encore plus compliqué. Mais on pense qu'en dénonçant par exemple le tribalisme, en exaltant la fraternité, en créant une sorte d'utopie autour de la notion de fraternité, etc., etc., en disant tout simplement qu'on ne peut pas construire une société là où il y a l'injustice, vous ne pouvez pas ne pas être compris. L'idée de la nationalité et de l'identité, c'est un peu comme la famille, c'est une question de reconstruction. La nation, c'est une résultante de contingence. Vous savez, l'histoire des hommes, c'est une question de mouvement de peuple. Personne ne naît tchadien ou français ou russe. On naît quelque part, comme le disait Maxime Le Forestier dans sa chanson. Ce n'est ni la couleur, ni la taille, ni le continent, ni la région qui déterminent ce que vous êtes, mais ce sont les contingences historiques qui ont fait de vos parents, de vos arrière-parents, ou vous-même, quelque part, à un moment donné de votre vie, que vous appartenez à une nation ou pas. Moi, j'aime le Tchad comme un carrefour. À la différence du Hutu, du Tutsi, des images, vous ne pouvez pas voir passer un Tchadien et dire que celui-là est un Tchadien. Ça, c'est une richesse. Nous sommes un conglomérat de communautés, vraiment juxtaposées les unes à côté des autres. Nous avons un mode de fonctionnement, un mode
administratif et politique tout à fait différents, et l'État-nation est venu imposer ce qu'on appelle une structure rigide et nous unifiant en quelque sorte par la force. Je schématise bien entendu. Pour un pays comme le Tchad, toutes ces communautés existent, mais avec un clivage supérieur que celui du Nord et du Sud, qui se calque sur le confessionnalisme chrétien-musulman. Mais à l'intérieur de toutes ces histoires, que ce soit au Nord ou au Sud, toutes ces communautés vivent en vase clos dans la mesure où il n'y a pas d'intégration identitaire entre elles. Ça devient une gestion de communauté minoritaire. Et le propre des minorités, c'est de se défendre et de s'auto-défendre et de se défendre contre l'autre. Donc le pouvoir chez nous s'explique par la force. Mais quand même, il y a des pays d'Afrique, il ne faut pas être pessimiste jusqu'au bout, il y a des pays d'Afrique qui sont en train de montrer qu'on peut faire les choses si on veut bien les faire. Il y a l'alternance dans certains pays d'Afrique, des alternances pacifiques. Vous allez au Sénégal, je dis voilà une belle école. Vous allez au Bénin, voilà une belle école. Je viens de rentrer dernièrement, il n'y a même pas 4 jours, de Bujumbura. Voilà une caserne. Ce que je souhaiterais pour mon pays, c'est qu'à la sortie de la guerre, nous étions toujours au niveau des radios, des journaux et aussi de toute la tête pensante. Chacun se trouve dans sa région et vous pouvez reconnaître une radio ou un journal rien qu'au titre de son directeur, de quelle région et comment il est composé. C'était nécessaire. Peut-être qu'il fallait se dire des choses pour exorciser. Mais maintenant, tout ça est dépassé. Nous souhaiterions pour notre pays qu'il y ait des journaux, des partis politiques thématiques, si vous voulez bien, que les gens aillent vers le positif. Il n'y a pas que le combat pour le pouvoir. Il n'y aura qu'un seul président, on n'aura jamais 10. Le problème de l'Afrique, à mon avis, c'est un problème des dirigeants, mais c'est aussi quelquefois la responsabilité des intellectuels. Il ne faudrait pas fermer les yeux sur la réalité. Ce n'est même pas la peine de parler généralement. Vous prenez les pays un à un et vous avez une série de gens qui, allons-y en Guinée, voilà un diabétique qui a une leucémie et qui veut mourir au pouvoir parce qu'il pense qu'après lui, ce sera le déluge. Il tient absolument à mourir au pouvoir, alors qu'il a autour de lui des intellectuels. Son ministre de l'Intérieur est un intellectuel de talent. Et voilà un intellectuel africain qui, tout en sachant que son président ne terminera pas son mandat, s'évertue à expliquer aux autres qu'il est effectivement en mesure de le faire. Il faudrait que les gens, les intellectuels, acceptent de parler des problèmes de la société, fassent des sacrifices et posent les problèmes, proposent des solutions. Chacun à son niveau et à sa place doit tout simplement partir de sa responsabilité. Ali, en tant qu'économiste, a sa lecture de la réalité, il quantifier, il sait faire des statistiques, etc. Moi, de ma place d'enseignant, de communicateur, de critique, tout ce que je peux faire, c'est de dire en toute franchise et avec mon cœur, sans aucune mauvaise foi, ce qui ne va pas et indiquer aussi ce qui va et demander à ce qu'il faut que ça aille de l'avant. Moi, je crois que le problème est à deux niveaux. Il faudrait que les fous aillent se faire soigner, mais il faudrait également que les peuples soient assez forts. Parce que regardez ce que les latino-américains donnent comme image de leur responsabilité en tant que peuple. On doit apprendre auprès des autres. C'est avec le travail de tout le monde et chacun à un niveau du rouage donné que nous donnerons à ce pays-là une dynamique et nous le ferons exister. Voilà la réalité. On travaille sur des rêves, sur des espoirs, sans oublier la réalité, parce qu'il ne faudrait pas être naïf. Vous pouvez rêver. Au Tchad, on peut rêver au centre culturel français. Le mur est blanc, l'arbre est assez à de l'ombre. Il y a le pavé qui est bien entretenu. Mais vous sortez, vous avez les handicapés, il y a une folle qui a décidé de vivre en face du CCF. Elle est là, elle dort sur le goudron à 50 degrés s'il vous plaît. Elle est là, habillée de plastique. Et moi, je suis fasciné par cette dame qui a choisi la devanture du CCF pour vivre. C'est une sorte d'image assez profonde. Vous vivez votre rêve au CCF, la musique, la beauté, la rencontre avec des hommes, des femmes de talent, et puis vous sortez, vous retrouvez la folle, qui est une image assez réelle de notre réalité. Regardez, nous n'avons pas d'électricité au Tchad. Nos amis sénégalais, français, vous vous étonnez, et puis subitement vous vous êtes habitués. Parce qu'on a fini par vous expliquer que c'est ça, on n'a pas d'électricité. Habituez-vous, et Nokia a dit quelque chose de formidable. Est-ce que c'est parce que c'est Fest Africa sous les étoiles qu'on est condamné à l'obscurité? Les étoiles sont belles quand il fait un peu sombre. Mais est-ce que c'est une raison pour nous mettre dans
dans cette situation. Voilà l'Afrique, c'est-à-dire que nous expliquons, nous trouvons des explications à tout. À la mort, à la vie, au rire, aux pleurs, aux difficultés, on explique. Ça, c'est formidable, mais ce que je n'aime pas, c'est aussi cette capacité d'expliquer tout. Parce qu'il faudrait un jour arrêter, pas expliquer les problèmes, mais leur trouver des solutions. Lorsque Dieu a créé la terre, il a mis sur la terre pour la première fois un animal qui était l'âne. Et Dieu a dit à l'âne, tu seras un âne. Tu seras sans intelligence. Tu porteras de lourds fardeaux sur ton dos. Tu vivras 30 ans. Et l'âne répond à Dieu en disant, mon Dieu, vivre comme un âne pendant 30 ans, non, c'est trop mon Dieu. S'il te plaît, toi qui es bon, donne-moi 15 ans à vivre. Dieu lui accorda les 15 ans. Ensuite, Dieu créa le chien et lui dit, tu seras un chien, le meilleur ami de ton maître. Tu surveilleras sa maison et tous les biens qui s'y trouvent. Tu vivras 20 ans. Et le chien répond à Dieu en disant, mon Dieu, vivre comme un chien pendant 20 ans, non. C'est trop, s'il te plaît, mon Dieu. Toi qui es bon, donne-moi seulement 10 ans à vivre. Dieu lui accorda les 10 ans. Ensuite, Dieu créa le singe et lui dit, tu seras un singe. Tu sauteras d'un arbre à un autre. Tu feras des grimaces. Tu vivras 20 ans. Et le singe répond à Dieu, mon Dieu, faire l'idiot pendant 20 ans? Non. S'il te plaît, mon Dieu, toi qui es bon, donne-moi seulement 10 ans. Dieu lui accorda les 10 ans. Enfin, Dieu créa l'homme et lui dit, tu seras un homme, le seul être sensé, intelligent sur la terre. Tu useras de ton intelligence pour commander la terre et tous les biens qui s'y trouvent. Tu vivras 30 ans. Et l'homme répond à Dieu en disant, mon Dieu, 30 ans seulement? C'est trop peu pour en profiter. S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi les 15 ans que l'âne a refusé. Les 10 ans que le chien a refusé. Et les 10 ans que le singe a refusé. Dieu qui était bon les lui accorda tous. Voilà pourquoi l'homme vit 30 ans, comme un être jeune, fougueux, dominateur. Ensuite, il se marie et comme un âne, travaille les 15 années de l'âne, portant les lourdes responsabilités de la société sur les épaules. Ensuite arrivent les enfants. Et l'homme passe les 10 années du chien à surveiller la maison et tous les habitants qui se trouvent. Enfin arrive la vieillesse. Et l'homme passe les 10 années du singe à faire des grimaces pour amuser ses tout petits enfants. L'homme n'a-t-il pas eu ce qu'il a demandé? Pourquoi s'en plaindrait-il? Bonne fête, Fest Africa. Je rêve du jardin d'Éden où tout fleurit, où il y a la paix, où il y a l'amour. Je rêve d'un paradis, d'un développement durable, d'une santé. Je rêve d'une instruction pour tous. Le prix de ce rêve, c'est le prix de beaucoup de sacrifices,
beaucoup d'années de travail derrière pour aboutir à ça. Parce qu'on a l'impression aussi qu'on ne travaille pas. Qu'on passe tout le temps à parler sans aller à l'acte. Si il n'y a pas une prise de conscience, on ne peut pas se lever pour travailler. Quand on n'a pas conscience que rien ne va, mais on continue toujours dans ce sens-là où l'on est. On continue toujours dans ce sens parce qu'on se dit que tout va bien alors que rien ne va. Mais donc c'est d'abord la prise de conscience. Et cette prise de conscience fait lever l'homme pour qu'il aille de l'avant. Je pense qu'il faut conscientiser chaque pays d'Afrique. Et en dehors, d'abord, qu'est-ce que l'Afrique? Est-ce que l'Afrique existe? Est-ce que chaque pays est conscient de son voisin? Ça, c'est déjà un gros problème. Quand il y a un problème dans un pays d'Afrique, le pays voisin ne réagit pas forcément. Alors, d'abord, prendre chacun, je pense, conscience que le meilleur est à venir, que tout est possible encore en Afrique, que tout est possible, que le passé est une chose, qu'il faut le prendre en compte, qu'il faut l'analyser, qu'il faut réfléchir à ce qu'on a fait avant et surtout à ce qu'on va faire après, que contrairement à ce qu'on pense souvent dans nos pays, c'est que notre avenir de toute façon est plus grand que notre passé, donc se servir de nos désillusions et les transformer en illusions, se servir de l'énergie qu'on a ici, de notre sens de l'humanité ou de la solidarité, mais le faire à grande échelle.